Quelque part dans le plateau iranien, le silence de la nuit désertique est brisé sans avertissement. 3 colonnes de feu jaillissent vers le ciel et illuminent l'horizon pendant quelques secondes comme un lever de soleil artificiel. Avant même que le tonnerre des moteurs n'atteigne l'équipe de lancement, les missiles ont déjà disparu, aspirés dans l'obscurité au-dessus de la stratosphère, invisible à l'œil nu, mais pas pour ce qui attend à 35. 0,00 km au-dessus. 3 missiles balistiques. Chacun d'eux guidé avec précision vers une seule signature thermique qui se déplace au milieu du golfe Persique. L'USS Abraham Lincoln. Ce ne sont pas des prototypes expérimentaux ni des démonstrations d'intimidation. Ces engins constituent la pièce maîtresse de la doctrine d'attaque du corps des gardiens de la révolution islamique. Développés pendant des décennies, testés pendant des décennies, spécifiquement construits pour percer l'acier, blindés d'un porte-avions américain et envoyer 5000 marins rejoindre leur navire au fond des eaux. Leurs ogives pénétrantes sont conçues pour un seul et unique objectif, mettre fin à la capacité de projection de puissance américaine dans le Golfe en un seul coup dévastateur. Ils accélèrent à plus de 6100 km par heure. Ils montent vers l'espace. Et le commandant du CGRI, qui saisit sa radio en ce moment, est convaincu d'avoir écrit l'histoire. Il se trompe lourdement. En moins de 8 minutes, ces ogives rentreront dans l'atmosphère. Si l'architecture défensive de l'US Navy faillit en un seul point, si un capteur répond trop tard, si un intercepteur perd le verrouillage cible, si un opérateur hésite une seconde, alors les manchettes des prochaines heures ébranleront l'ordre géopolitique du XXIe siècle. Ce n'est pas une exagération, c'est de la physique et de la réalité géopolitique combinée. Mais la défense du Lincoln a commencé depuis longtemps. Pas sur le navire, mais en orbite. Un satellite de l'US Space Force, faisant partie du système d'alerte précoce Bierce, enregistre la séquence de lancement à l'instant de la mise à feu. Pas des secondes plus tard. Pas après une chaîne de rapports. À l'instant de la mise à feu. La captation infrarouge de ces plateformes est si sensible qu'elle peut détecter une flamme de cuisinière dans une ferme isolée. 3 missiles à propergol solide allumés simultanément représentent pour ce système l'équivalent d'un signal lumineux dans l'obscurité totale. Impossible à manquer, impossible à mal interpréter. Les données atteignent le centre d'information de combat de l'Abraham Lincoln en millisecondes. Chiffrées, entièrement analysées. Avec la trajectoire calculée, le temps d'impact estimé et le protocole de contre-mesure recommandé. Tout déjà préparé avant même que le premier être humain n'ait réagi. Dans le CI6, le silence concentré de la routine professionnelle règne à cet instant précis. Puis les marques rouges apparaissent sur le principal écran tactique. L'officier d'action tactique de permanence. Un lieutenant de 31 ans, avec des centaines d'heures de simulation inscrites dans son carnet de bord, comprend la signification des symboles instantanément. Non pas parce qu'il est agité, mais parce qu'il a répété ce moment exact des milliers de fois jusqu'à ce que cela devienne un réflexe naturel. Sa voix reste calme. Son premier ordre est clair et bref. La mécanique de la défense se met en marche. Le signal est immédiatement transmis via Link 16 à l'ensemble du groupe de frappe. Les destroyers flanquants USS Prudence et USS Stockdale reçoivent les données en même temps que le Lincoln. Leur radar Aegis PY. 1. D cesse de balayer le ciel en mode de recherche générale. Il se fixe avec une précision mathématique sur la zone précise où les missiles balistiques entameront leur arc descendant dans quelques minutes. Le système connaît déjà les missiles avant qu'ils ne soient visibles. Il les attend. Premier maillon de la chaîne de destruction activé. Mais les Iraniens n'ont pas limité leur plan à 3 missiles. Ce plan est le fruit de mois de travail analytique, de milliers de simulations informatiques et de consultations avec des experts connaissant les failles des systèmes navals occidentaux. Leur conclusion était la suivante: Aegis ne peut pas neutraliser 100 cibles simultanément. Il peut prioriser. Il peut être contraint des choix. Et si on le force à gérer 2 niveaux de danger simultanés, l'un venant de l'espace, l'autre au niveau de la mer, des failles apparaissent. Des failles par lesquelles des missiles peuvent se faufiler. À 400 heures, tandis que les missiles balistiques glissent encore dans le vide, la deuxième vague d'attaque se déclenche. Depuis des vedettes rapides dans le Golfe, et depuis des véhicules le long de la côte iranienne. Des dizaines de drones Shahed 136 sont lancés. Bon marché. Lent. Facile à abattre individuellement. Mais pas en ce nombre. Pas dans cette combinaison. Ils volent au niveau de la mer, sous la zone de surveillance primaire, à environ 180 km par heure en direction du Lincoln. Ce ne sont pas de véritables assassins. Ce sont du bruit computationnel. Des interférences radar. Une contrainte de décision dans sa forme la plus pure. Le calcul du CGRI n'est pas dénué de logique technique si les opérateurs américains sont forcés de choisir entre 50 drones lents sur l'eau et 3 corps d'impact hypersoniques venant de l'orbite. Et ce, en prenant des décisions en quelques secondes sur l'allocation de chaque missile intercepteur. Alors la pression monte. Et la pression engendre des erreurs. L'investissement total est colossal. 3 missiles balistiques à portée intermédiaire de la famille EMAD coûtent ensemble jusqu'à 90 millions de dollars. L'essaim de drones ajoute plusieurs millions supplémentaires. Au moins 150 millions de dollars de matériel de guerre sont dirigés cette nuit vers un seul navire. Le CGRI a joué son coup le plus coûteux. Il a installé son meilleur plateau. Et il attend l'effondrement de l'autre côté. L'effondrement ne vient pas. Crois-tu que l'US Navy peut neutraliser cette attaque coordonnée en 2 phases? Sans un seul impact? Écris OUI ou None dans les commentaires et continue à lire. Les ordinateurs Aegis des destroyers de classe Harley Burke ne sont pas équipés de processeurs ordinaires. Ils traitent plus de 100 objets menaces simultanément, classent chaque piste radar selon sa criticité, calculent des solutions d'interception et mettent à jour toutes les données en temps réel. Sans pause, sans fatigue, sans réaction émotionnelle à la pression de la situation.
Les 50 drones sont classés comme menaces secondaires, dangereuses, mais avec suffisamment de temps de vol restant. Les 3 missiles balistiques sont désignés comme menaces primaires immédiates, critiques, potentiellement mortelles. Pas de discussion. Pas de débat. Le système a décidé. L'humain confirme. À bord de l'USS Prudence, les couvercles des cellules du système de lancement vertical MK-40. Et un s'ouvre avec un claquement mécanique qui résonne dans tout le navire. Des intercepteurs SM-3 Block AIDA quittent le bâtiment en colonne de feu blanc, chacun pesant 1500 kg, mesurant 6,5 mètres, valant 11 millions de dollars. Ils accélèrent verticalement, quittent l'atmosphère en quelques minutes et foncent vers les missiles iraniens qui glissent encore dans le vide de l'espace à une vitesse de fermeture dépassant les 9600 km/h. C'est ici, au-dessus de l'atmosphère, dans le silence du vide, que se joue le moment décisif du combat. Les missiles iraniens se trouvent au point le plus élevé de leur trajectoire. Ils se déplacent encore, mais plus lentement que lors de leur montée, brièvement les plus vulnérables de toute leur course. Les intercepteurs SM-3 ne transportent aucune charge explosive. Ils n'en ont pas besoin. Leur véhicule a un pacte cinétique de 3e étage. Un corps compact de titane et de capteurs de guidage équipés de micropropulseurs à azote. Navigue dans le vide et ajuste sa trajectoire dans les dernières millisecondes à quelques centimètres près. Ce qui se passe ensuite n'est pas une explosion. C'est de la physique dans sa forme la plus brute. Deux objets dont la vitesse de fermeture combinée approche d'X. 0,00 km/h entrent en collision. L'énergie cinétique libérée au moment de l'impact surpasse l'effet d'une bombe conventionnelle de taille moyenne. Il n'y a pas de boule de feu. Pas de colonne de fumée. Dans le vide, il n'y a pas de gaz pour brûler. Il y a seulement un éclair de lumière solaire réfléchi. Puis absolument rien. Là où se trouvait un missile chargé de 750 kg d'explosifs à haute puissance, il y a maintenant un nuage de fragments métalliques qui se dispersera sur des centaines de kilomètres carrés. Sur les écrans radars du Lincoln, 2 marqueurs rouges disparaissent. Puis vient le problème. Le 3e marqueur est toujours là. Il est toujours là parce que le 3e missile a effectué une manœuvre de correction au milieu de course. Un guidage en vol que des ingénieurs iraniens ont développé pendant des années et que les analystes américains n'ont pas pu évaluer précisément dans sa pleine efficacité. Le SM-3 a raté la cible de 3 mètres. Dans l'espace, 1 mètre équivaut à 1 km. La fenêtre d'interception est fermée. La phase la plus critique de la soirée commence maintenant. L'ogive rentre dans la haute atmosphère à 120 km d'altitude. Elle brûle. Le plasma généré par la friction avec les premières molécules d'air l'enveloppe dans un cocon orange et blanc. Elle plonge à un angle de 70 degrés sur le pont d'envol de l'Abraham Lincoln. Sa vitesse est Mach 5. Et elle augmente. La température sur son enveloppe extérieure dépasse 1800 degrés Celsius. Et le temps restant pour l'arrêter est inférieur à 90 secondes. Sur le pont du Lincoln, une opération parallèle tourne déjà à plein régime. 2 FA, 1, 8E Super Hornet ont déjà été catapultés. Dans l'obscurité totale de la nuit, leur moteur GEF 414 en post-combustion complète, atteignant plus de 1000 km/h en quelques secondes. Leur mission n'est pas le missile balistique. Les destroyers s'en chargent. Les Super Hornets chassent les sains. 30 secondes plus tard, un 3e appareil quitte le pont. Un E-A1-8G Growler. Extérieurement, il ressemble au Super Hornet. Intérieurement, c'est quelque chose d'entièrement différent. Il ne transporte pas de missiles RR. Il ne transporte pas d'arsenal conventionnel. Il transporte la guerre sous une forme invisible. La dominance électromagnétique sur toutes les fréquences pertinentes. Le growler active ses nacelles de brouillage ALQ99 et l'électronique AN/ALQ218 et commence immédiatement à analyser les signaux émis par l'essaim iranien. Les 2 opérateurs de guerre électronique à bord ne sont pas des techniciens qui appuient sur des boutons. Ce sont des spécialistes formés dans des installations classifiées pendant des années, préparés exactement pour ce scénario. En quelques secondes, ils identifient les fréquences de contrôle des drones Shahed, les signaux de navigation GPS, les liaisons données vers les stations au sol. Puis ils interviennent. Les signaux de brouillage du growler ne constituent pas une simple muraille de bruit. Ils sont précis. Ils imitent les signaux des satellites GPS et fournissent aux drones de fausses coordonnées. Ils inondent les liaisons de données vers la base avec des signaux synthétiques qui recouvrent les vraies commandes des opérateurs. Ils injectent des erreurs dans les systèmes de navigation des drones. Pas assez pour les faire s'écraser immédiatement, mais suffisamment pour briser leur cap, dissoudre leur formation, paralyser leur intelligence collective. Le résultat est spectaculaire, même si personne ne le voit. Des drones qui volaient en formation coordonnée vers le Lincoln commencent à tourner en rond, d'autres font demi-tour. Certains perdent complètement le sens de l'orientation et percutent des drones voisins avant de tomber à la mer. En moins de 2 minutes après l'activation du growler, plus de 30 des 50 drones sont hors combat. Pas par des missiles, pas par des tirs de canon, par une supériorité électromagnétique invisible. Sans un seul coup de feu tiré depuis le porte-avions, la moitié de l'attaque iranienne a été annihilée. Mais l'horloge continue. 60 secondes. L'ogive percée se trouve maintenant à 5 km d'altitude. Mach 5. Et elle continue de foncer vers le Lincoln. L'USS Prudence passe à sa 2e capacité d'interception, le SM-6 Block Irage Porter. Le SM-6 a été développé précisément pour cette situation. Les menaces terminales déjà à l'intérieur de l'atmosphère, qui manœuvrent, qui esquivent, qui ne suivent pas la trajectoire propre et prévisible d'une roquette ordinaire. Il mesure 6,55 mètres, pèse 1500 kg, accélère à Mach 3,5 en moins de 3 secondes et dispose d'un capteur radar actif qui opère de façon entièrement autonome. Fire and forget. Il n'a plus besoin du destroyer après le lancement. 2 SM-6 quittent le navire. L'énergie de lancement fait vibrer l'ensemble du bâtiment. Le premier acte. Le missile iranien effectue une manœuvre d'évitement de phase terminale à forte accélération.
Un changement de direction de 15 degrés à basse altitude, préprogrammé dans le logiciel de guidage. Les ingénieurs du CGRI ont étudié le comportement d'approche des intercepteurs SM-6 et ont conçu cette séquence comme contre-mesure. Le premier SM-6 passe trop près. Sa fusée de proximité ne s'arme pas. Le second frappe. Il ne frappe pas de face. Il frappe la section arrière. Le système de propulsion, les stabilisateurs, le mécanisme de contrôle. L'impact avec l'ogive à fragmentation de 64 kg suffit à détruire le guidage terminal. Le missile commence à culbuter. Son point d'impact original, précisément calculé pour infliger des dégâts maximaux sur le pont d'envol, ne sera jamais atteint. À la place, il explose hors de contrôle, à 3 km sur le côté du Lincoln, à 800 mètres au-dessus de la mer. L'onde de pression frappe le navire. Les vitres vibrent. Les tasses à café se déplacent. Les marins sur les ponts extérieurs s'agrippent à leur point d'ancrage. Mais la coque est intacte. Aucun impact. Aucun incendie. Aucun dommage. Comme ultime couche de sécurité, le système CIWS Phalanx du côté tribord pivote automatiquement vers les débris qui tombent. Ce système, affectueusement surnommé R2D2 avec une arme par les marins, n'a besoin d'aucun ordre humain. Il détecte de façon autonome les fragments d'approche, se verrouille dessus et ouvre le feu 4500 coups par minute depuis une mitrailleuse rotative de 20 mm. Le son ressemble à une longue et unique fermeture éclair tirée d'un seul coup. Un nuage de perforateurs en tungstène découpe les parties supérieures restantes du missile en morceaux de la taille d'une pièce de monnaie qui tombe à la mer. Durée totale du combat, de la détection du lancement à la neutralisation complète, 7 minutes et 43 secondes. À Téhéran, c'est le silence. Pas le silence de la concentration, le silence de la prise de conscience. Les écrans radars ne montrent pas 3 impacts et les débris d'un porte-avions. Ils montrent 3 trajectoires disparues et un Lincoln qui n'a pas modifié son cap. Les centres de contrôle des drones signalent la perte de liaison pour plus des 2/3 des unités déployées. Personne dans la salle d'opération ne parle en premier. La machine de propagande s'enclenche quand même immédiatement. En quelques minutes, le CGRI diffuse sur ses canaux médiatiques, en farsi, en arabe et en anglais, des images d'un lancement de missiles, combinées à un extrait d'archives d'une explosion en mer tirée d'exercices précédents. Le Lincoln serait en flammes. Des centaines seraient morts. La victoire serait totale. Sur le Lincoln, les pilotes des Super Hornets et du Growler sont au débriefing. Les opérateurs du CISC complètent leur rapport d'engagement. Sur le pont du Metz, le quart suivant commence son petit déjeuner. Sur la coque du navire, il n'y a pas une seule égratignure. L'US Navy n'a pas simplement repoussé une attaque. Elle a défini en direct, devant un public international, les limites réelles de la projection de force iranienne. L'analyse de cette séquence est sans ambiguïté pour tout analyste militaire. Le CGRI a employé ses systèmes d'armes les plus modernes et les plus coûteux. Il a dirigé l'intégralité de sa doctrine d'attaque vers une seule cible. Il a combiné la quantité, la coordination et la tromperie tactique. Et le porte-avions n'a même pas changé de cap. Ce n'est pas seulement une défaite tactique, c'est une révélation stratégique. Lorsqu'un acteur déploie sa meilleure arme disponible, celle pour laquelle il a investi des décennies et des milliards, et que cette arme est neutralisée de manière routinière par la défense standard de l'adversaire, ce n'est pas un revers opérationnel. C'est la fin de la capacité de dissuasion. C'est le moment où tout le calcul stratégique s'effondre. Les autres acteurs de la région observent. Ils tirent leurs conclusions. La question de savoir pourquoi l'US Navy a gagné ne se répond pas en invoquant uniquement le matériel. Oui, le porte-avions a coûté 13 milliards de dollars. Oui, chaque SM-3 coûte 11 millions. Oui, le Growler est un appareil à 70 millions de dollars. Mais le matériel n'a aucune valeur sans les hommes et les femmes qui se trouvent derrière. Le marin de 22 ans dans le CIC du Spruance, qui n'a pas paniqué lorsque les marqueurs rouges sont apparus, mais qui a exécuté sa procédure. C'est lui le dernier et le plus important maillon de la chaîne. L'opérateur Growler qui a identifié les bonnes fréquences en moins de 20 secondes et a commencé à brouiller. L'officier d'action tactique dont le ton de voix est resté identique pendant les 7 minutes et 43 secondes complètes. Ces gens n'ont pas improvisé, ils ont exécuté. Et la différence entre improvisation et exécution sous pression est le produit de milliers d'heures d'entraînement, de simulations réalistes et d'une culture institutionnelle qui place le professionnalisme au-dessus de tout le reste. C'est la différence entre une marine qui combat et une marine qui gagne. La valeur stratégique du Lincoln va bien au-delà de sa valeur combattante. Le porte-avions avec ses 80 appareils et ses 5000 membres d'équipage représente près de 20 milliards de dollars de capital national. Le matériel, l'équipement, la formation des hommes à bord. À cela s'ajoute la fonction symbolique, le Lincoln garantit que le détroit d'Ormuz reste ouvert. Ce goulet d'étranglement par lequel transitent chaque jour jusqu'à 20% des échanges pétroliers mondiaux. 50 millions de dollars pour des intercepteurs qui protègent 20 milliards de dollars et stabilisent le marché pétrolier mondial. Ce calcul tient. Avec un rendement qu'aucun instrument financier au monde ne pourrait jamais répliquer. Le CGRI, en revanche, n'a pas seulement perdu du matériel avec cette attaque. Il a révélé ce qu'il possède. Il a révélé ce qu'il est capable de faire. Et il a démontré au reste du monde ce qui se passe quand le meilleur de ce qu'il peut aligner rencontre ce que l'Amérique déploie en routine. Ce message ne se mesure pas en chiffres. Mais il est stratégiquement dévastateur. Le réseau qui a fonctionné cette nuit est bien plus qu'un navire. C'est le satellite SBIRS en orbite géostationnaire qui enregistre la chaleur de la mise à feu des moteurs. C'est le RC1, 135, rivet joint qui orbite à 12. 0, 0, 0 mètres et catalogue chaque émission électromagnétique en territoire iranien. C'est l'E2D Advanced Tokai qui fournit une couverture radar à 360 degrés sur l'ensemble du groupe de combat. C'est le Growler qui contrôle le champ de bataille électromagnétique. Ce sont les destroyers qui exécutent les opérations d'interception cinétique. C'est le sous-marin de classe Virginia sous la quille du Lincoln, exploitant ses capteurs passifs dans un silence absolu. Tous interconnectés, tous communiquant en temps réel,
tous agissant comme un seul organisme. Aucune autre armée sur Terre ne dispose de ce type de puissance de combat intégrée. Pas même approximativement. Et c'est le vrai message de cette nuit. Pas que l'Amérique soit riche. Pas que ses navires soient grands. Mais que la vitesse du traitement de l'information dans un combat moderne est plus importante que la vitesse d'un projectile. Celui qui voit plus tôt, décide plus tôt, et agit plus tôt. Gagne. Toujours. Sans exception. Chaque seconde de cet affrontement a été surveillée par les satellites de renseignement d'une douzaine de nations. Le résultat est documenté. Le Lincoln n'a pas changé de cap. Il n'a pas suspendu ses opérations de vol. Il n'a émis aucun communiqué de presse. Il a simplement continué. Quand le soleil s'est levé sur la mer d'Arabie, des débris de drones iraniens et des éclats d'ogives dérivaient sur les eaux. Et sur le pont du mess de l'Abraham Lincoln, le petit déjeuner était servi. C'est ce que signifie la supériorité navale au XXIe siècle. Pas le bruit, pas la taille, pas la provocation. Mais le fonctionnement silencieux, imperturbable d'un système mieux construit, mieux entraîné et mieux interconnecté que tout ce qu'un acteur régional peut lui opposer. Le Lincoln est toujours en mer. Les catapultes fonctionnent toujours. Et les règles de l'océan n'ont pas changé. Qu'en penses-tu? Après cette démolition stratégique publique, le CGRI restera-t-il silencieux? Ou prépare-t-il déjà en secret son prochain mouvement? Écris ton analyse dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Le prochain dossier déclassifié sera révélé dans notre prochaine vidéo. La situation présentée dans cette vidéo est une analyse technique et tactique, fondée sur des rapports concernant des allégations d'attaque de missiles contre l'USS Abraham Lincoln. Bien qu'elle s'appuie sur de véritables systèmes militaires, des spécifications techniques vérifiables et des tensions régionales documentées, les développements tactiques spécifiques et les séquences de combat sont des dramatisations hypothétiques destinées à illustrer les capacités, la doctrine et les systèmes défensifs de l'US Navy. À la prochaine fois, reste vigilant et garde les yeux fixés sur l'horizon. L'US Navy le fait, c'est certain. Au revoir.